Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Je crois qu'on avait 140 inscrits. Donc, on va voir les personnes arriver au fur et à mesure. Donc, c'est la 5e session de ce nouveau format des jeudis donc, Occitanie qui est destiné au support psychologique des patients. Vous êtes nombreux et très hétérogènes. Il y a des psychologues, des soignants, des professionnels de soins de support, il y a des médecins, des pharmaciens, vraiment très hétérogènes. Donc, je pense que ça va être. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. On a passé les 40 participants, les gens arrivent au fur et à mesure. À 3 minutes du début, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais tout de suite passer la parole à nos deux modérateurs qui ont eu l'extrême gentillesse de préparer avec les intervenants cette session. Et donc, ça va être Mélanie Accardo-Rabier, qui est accompagnatrice en santé à l'Institut du cancer de Montpellier, et Benjamin Nérang, qui est psychiatre à l'IUCT Oncopole à Toulouse. Voilà, donc je vous laisse la parole et je coupe mon micro de mon côté. Bonjour à tous, je vous remercie infiniment pour cette invitation à participer au jeudi donc au Occitanie de ce jour. Je vais intervenir pour vous présenter le premier intervenant qui est Monsieur Patrice Champoiral, qui est psychologue clinicien à l'ICM Val d'Orel, l'Institut du cancer de Montpellier, et qui nous donnera quelques définitions autour du soutien psychologique des patients et des familles. Voilà, Patrice, c'est à toi. C'est bon? Oui. Bon. Si tout le monde m'entend, je propose de commencer. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc, à moi incombe le fait de parler en premier, de poser un peu le cadre du soutien psychologique des patients et de leurs proches. On va commencer par une définition très large et puis je vais essayer de circonscrire un petit peu le champ du soutien psychologique. Alors, le soutien psychologique, on pourrait déjà un peu superposer ce dont il s'agit avec la définition de la psycho-oncologie. L'objectif est de prévenir, de traiter et d'accompagner les répercussions négatives de la maladie cancéreuse et des traitements sur le psychisme du patient et de son entourage. Donc ça, c'est la définition actuelle qu'on trouve par exemple à la Société française et francophone de psycho-oncologie. Donc, il s'agit plus d'un cadre d'exercice qu'une seule discipline ou une seule technique, et cela implique une dimension pluridisciplinaire et une coordination avec les équipes oncologiques, que ce soit dans le cadre hospitalier ou que ce soit en ville ou à domicile. Alors, reprenons un petit peu ces deux notions-là, répercussions négatives, pour essayer de les diminuer, et puis sur le psychisme. Alors, les répercussions négatives, il y en a de deux grandes sortes. C'est tout le champ du pathogène, c'est-à-dire, je dirais, la souffrance normale liée au fait d'avoir une maladie grave et lourde de conséquences. Et puis, c'est aussi éventuellement la dimension du pathologique qui peut apparaître soit en réaction à la maladie, soit parce qu'il y avait des antécédents de ce côté-là. Mais c'est aussi le soutien psychologique, tout le champ du mal-être, du désagréable, de l'inconfort, de la fragilisation, que ce soit dans le champ certes psychologique, mais aussi somatique, social, économique ou spirituel. Et sur le psychisme, on pourrait peut-être distinguer deux niveaux. C'est d'abord le psychologique. Alors, psychologique, logos, on est là du côté du langage, de la pensée. C'est tout ce qui concerne le vécu, la conscience du patient, sa subjectivité, le récit dans lequel il se met quand il est malade et quand il réagit à l'arrivée de la maladie. Et le psychique, c'est toute la dimension mentale, cognitive ou inconsciente, si on veut. Et donc, ces deux niveaux-là sont concernés par la maladie, impactés par elle et doivent être soutenus et accompagnés. Donc, est-ce que l'objectif est différent avec les patients et les proches? Pas vraiment. Pour un psychologue, on pourrait dire que le proche est un patient comme un autre, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est en souffrance parce que la maladie vient faire effraction dans sa vie. Par contre, sur le plan clinique, il y a de nombreuses différences. D'abord, les défenses psychiques sont souvent différentes du patient, la façon de s'adapter, le récit qui est fait de la maladie. Les défenses psychiques sont souvent différentes du médecin. Et là, il faut faire plus attention parce que souvent, on peut croire que
sous prétexte que le proche comprend bien et peut-être apparaît comme moins déstabilisé, mais finalement, il ne partage pas tant que ça la même vision que le soignant. En tout cas, ce n'est pas systématique. Le proche, il peut être à des degrés de développement très divers. Le proche, ça peut être un enfant de 3 ans, ça peut être l'adolescent de 16-17, et puis ça peut être la vieille personne de 80-90 ans qui doit accompagner son enfant qui a quelques 20 ans de moins et qui est en soins palliatifs, par exemple. Le proche doit faire face à des réalités souvent complexes, comme le patient, mais parfois même plus nombreuses. Le proche doit soutenir l'autre, parfois il doit soutenir la famille, hein, et le malade, et les enfants, les frères et sœurs des fois. Il doit soutenir l'économie de la maison, parfois, du foyer. Et puis à la fin, et je dis tout à la fin, vous verrez, ce n'est pas un hasard, il doit se soutenir lui-même. Parce que souvent, le proche ne se priorise pas. Souvent, il se néglige, il néglige sa santé, il néglige sa souffrance psychique. Et c'est en tout dernier qu'il prend soin de lui. Le positionnement social du proche a changé depuis les 20 dernières années, où au début des années 2000, il a été inscrit dans la loi qu'on devait prendre en compte le proche du malade, mais on lui a surtout assigné, la société lui a assigné une place d'aidant et d'acteur dans la prise en charge du proche. Et il y a loin entre une place assignée, je dirais, et une place assumée ou même assumable. Donc, le proche, en général, est à aider sur 2 plans. Hein. Il faut l'aider à aider. C'est d'ailleurs souvent sa demande première. C'est souvent ce qu'il nous demande, le proche, c'est de nous aider aux soins, c'est d'avoir une aide dans les activités quotidiennes, c'est parfois une aide matérielle et financière. Et puis souvent, il vient nous demander comment soutenir le malade psychologiquement. Hein. Le soutien psychologique se pose aussi souvent pour le proche naturel. Et puis, ça peut être une aide administrative ou à la décision, notamment sur des questions complexes de fin de vie. Et à chacun de ces besoins peut correspondre une aide professionnelle différente. Et puis, le deuxième plan où il faut aider le proche, même si ça vient souvent en second, c'est l'aider en tant que sujet souffrant. D'ailleurs, souvent, c'est après un cheminement dans l'aide du malade ou à l'occasion d'une surcharge mentale, que ce soit la fatigue, un effondrement anxieux ou dépressif. Les proches, souvent, c'est après nous avoir demandé de les aider à aider leurs proches qu'ils peuvent prendre en considération leurs propres besoins. Donc, le soutien psychologique est quelque chose de multidimensionnel. Ça consiste à aider le patient, à aider les proches, mais à aider aussi leurs relations, c'est-à-dire entre eux, intrafamilialement, que ce soit le couple ou que ce soit la dynamique de groupe qu'implique la famille, par exemple. Puis c'est aider leurs relations, ça aussi c'est du soutien psychologique avec les professionnels. C'est un travail qui vise autant l'intra que l'interpsychique, et ça concerne autant la dimension du vécu que la dimension comportementale, comme on le disait au début, ou cognitive. Donc c'est le conflit en soi et le conflit avec les réalités que ceux qui sont impliqués dans le soutien psychologique vont essayer de rendre un peu moins conflictuel. Donc, c'est cette dimension multidimensionnelle qui fait que le champ du soutien psychologique est preneur de différentes approches méthodologiques, des différents professionnels. Alors, c'est bien sûr en première ligne, si je puis dire, les spécialistes du soin psychique, qui sont les psychologues, qu'ils soient psychodynamiciens ou TCCistes, les psychiatres, bien entendu, avec l'approche médicamenteuse et la coordination et le parcours de soins spécifiques qu'ils sont capables de mettre en place, et puis tous les psychothérapeutes qui tournent autour de la cancérologie, c'est les hypnothérapeutes, les musicothérapeutes, les art-thérapeutes, etc., etc. Et puis, c'est tous les soignants ou acteurs ayant une incidence sur la diminution de la souffrance ou l'augmentation de la qualité de vie. Donc, c'est tous les acteurs du soin palliatif, des soins de support et même de la société civile. Le soutien psychologique, c'est autant, même si c'est parfois plus indirect, les assistantes sociales, les algologues, les bénévoles et les associations, les IDE cliniciens, les socio-esthéticiennes, les coachs impliqués dans le retour à la vie post-cancer et bien sûr,
les proches plus ou moins lointains. Donc, tous ces intervenants participent au soutien psychologique. Car en oncologie, le soutien, c'est vraiment très, comment dire, multiforme. Ça peut être sur une séance, après une annonce, ou ça peut être des années de suivi. Quand on suit quelqu'un en soins palliatifs qui a un glioblastome et qu'on va le suivre 6 mois, 1 an, 2 ans parfois, sans compter les proches. Ça peut être accompagné d'une annonce, que ce soit la première, ou celle des traitements, ou celle d'une récidive, ou celle de l'entrée en soins palliatifs. Ça peut être informé sur la maladie ou l'univers des soins. Ça peut être une prise en charge TCC pour lutter contre une phobie du scanner ou contre les piqûres. Une psychothérapie psychanalytique de soutien en post-décès ou en fin de vie, ou à la fin du traitement, ou quand la maladie provoque des perturbations dans la famille, des séparations, des ruptures diverses. Et puis, c'est aussi le soutien psychologique, soutenir psychologiquement et techniquement les équipes et les médecins. Mais c'est encore être médiateur dans un conflit de famille ou avec l'équipe, des séances de mindfulness pour moins angoisser. C'est la médication du psychiatre qui parfois est différente dans l'approche de celle de l'oncologue ou du généraliste. C'est le soutien financier que va vous trouver l'assistante sociale ou l'aide à domicile, la guidance parentale offerte aux parents anxieux de devoir annoncer la mort d'un grand-parent ou l'aggravation de la maladie d'une mère. C'est la participation du psychologue à l'oncosexologie, à l'accompagnement des mastectomies avec reconstruction immédiate ou prophylactique, l'oncogénétique, les risques psychosociaux, bref, la liste n'est pas exhaustive des formes multiples que peuvent prendre le soutien psychologique. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, on doit se succéder en respectant le timing, dont notre champ est posé. Je passe le relais à mes collègues pour aller plus avant. Merci Patrice pour ton timing absolument parfait. La deuxième intervenante est Emmanuelle Gobert, qui est psychologue clinicienne à la clinique Pasteur de Toulouse et qui va évoquer les représentations du soutien psychologique et les points de vigilance à avoir. Emmanuelle, à toi. Déjà, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a semblé important précisément à partager aujourd'hui, c'était la question des représentations qui sont les plus souvent répandues concernant cette histoire de soutien psychologique, la façon dont les patients nous en parlent et comment, en tant que psychologue, j'avais envie d'attirer l'attention des uns et des autres sur quelques points de vigilance que peut-être on pouvait avoir à ce sujet-là. Et je crois que c'est bon. Partager diaporama. Normalement, on est bon là, non? OK. Donc voilà, les représentations du soutien psychologique, telles qu'en tout cas, dans mon expérience de psychologue, les patients me les rapportent. Alors, j'ai pris seulement les 3 idées les plus répandues. Ce n'est pas du tout l'idée d'être exhaustif concernant cette question-là, mais disons, il y a 3 idées qui sont quand même extrêmement répandues chez les patients, dans la société et peut-être même dans le milieu des professionnels. La première, il faut avoir le moral pour guérir. La deuxième, il faut éviter le stress, voire il ne faut pas de stress quand on est malade. Et la troisième, le cancer arrive souvent après un choc ou un traumatisme. Donc, j'ai choisi d'aborder ces 3 idées-là pour essayer de voir un peu comment ça peut impacter les patients là où peut-être on ne s'y attend pas. La première idée, donc, il faut avoir le moral pour guérir. Alors, quand on demande un petit peu à un patient qui arrive, qui me dit « je sais que je dois avoir le moral, sinon je ne vais pas guérir, donc j'ai voulu rencontrer une psychologue », ils me disent ça veut dire être positif, éviter les émotions négatives, les idées noires, se battre d'une certaine façon. Mais lorsque le patient n'adopte pas spontanément cette posture de combat et que cette injonction lui vient de l'extérieur, ce conseil en tout cas lui vient de l'extérieur, ça peut sonner comme une injonction, voire un reproche. Et si la personne effectivement n'a pas spontanément cette idée que pour faire face à la maladie, faire face au traitement, il faut être positif, etc.,
Il peut ressentir, lorsqu'il ne se sent ni positif, lorsqu'il a des émotions dites négatives ou des idées noires, il peut se sentir coupable, il peut avoir un sentiment d'échec par rapport à sa prise en charge, et puis surtout, il peut avoir peur que tout ça ait des répercussions très négatives sur le traitement et sur l'évolution de sa maladie. Donc, ce qui est important peut-être d'adjoindre à cette idée du soutien psychologique, c'est que le moral, lui, on l'a de temps en temps, mais ne pas avoir le moral est totalement légitime dans des moments qui sont quand même très compliqués. Être triste, inquiet, en avoir marre, être fatigué, angoissé, stressé, enfin toutes ces choses-là, c'est parfaitement normal et ça ne met pas en péril la santé. La deuxième idée, alors, pardon, excusez-moi, avant de passer à la deuxième idée, je voulais aussi ajouter le fait que, au-delà de ce que le patient peut vivre comme un échec ou comme une peur, certaines représentations même attachées au projet d'avoir le moral peuvent paradoxalement freiner le moment de demander un soutien psychologique. Parce qu'en fait, le patient peut avoir peur d'être repéré comme psychiquement fragile en plus de l'étiquette cancéreux. Je vais déjà mal dans mon corps, si en plus je vais mal dans mon psychisme, c'est compliqué. Donc, ils vont dissimuler peut-être qu'ils n'ont pas toujours le moral. Il peut y avoir une certaine réticence également à s'engager dans un long travail d'introspection. Souvent, on a l'impression que le psy, c'est un petit peu l'image d'Épinal du divan. On va devoir se livrer à un travail qui va durer très longtemps et les effets ne seraient pas forcément rapides. Donc, on ne va pas forcément penser immédiatement à faire cette démarche-là. Et puis surtout, toujours avec cette idée d'avoir le moral, il peut y avoir chez le patient, chez le patient ou les proches d'ailleurs, parce que Patrice, dans sa présentation, m'a fait penser que je n'avais pas du tout abordé la question des proches, mais finalement, c'est la même chose. Il peut y avoir une appréhension de ce que la rencontre avec le psychologue peut réveiller en lui. Un trop-plein émotionnel, une peur de perdre la maîtrise de ses émotions. Ce n'est pas toujours simple de se poser en tant que psychologue quand on accueille les patients. Au départ, on rencontre beaucoup leur défense, leur résistance à se livrer et à venir raconter un petit peu là où ils en sont de leur vécu et de leur questionnement et de leur représentation sur tout ce qu'ils sont en train de traverser. Donc, il peut y avoir vraiment des patients qui ne vont pas venir voir le psychologue parce qu'ils pensent qu'il faut surtout ne pas se confronter à toutes ces émotions-là. La deuxième idée qui est extrêmement répandue concernant la psycho-oncologie, c'est qu'il faut éviter le stress. Bon, le stress quand même, personne n'est dupe, fait parfaitement partie de la vie. Il y a le stress de la vie quotidienne, la vie professionnelle qui peut être vécue comme source de stress, y compris d'ailleurs quand les patients sont en arrêt maladie. Il n'est pas rare qu'ils nous racontent à quel point ils étaient arrivés à un point de stress au travail. Ils en font même parfois une explication de pourquoi ils en sont tombés malades. Les enfants, les conjoints, la famille peuvent également être perçus comme source de stress. Du coup, éviter le stress, voire ne pas avoir de stress quand on est en traitement, peut générer chez le patient un sentiment qu'on l'invite à se débarrasser des situations susceptibles de le stresser, ce qui, bien entendu, n'est pas le projet. Ils vont, si c'est comme ça qu'ils accueillent ce conseil, ressentir de l'angoisse, des anticipations anxieuses des situations. Ils vont être amenés à éviter, par exemple, la reprise du travail, qui pose régulièrement des questions aux personnes qui sont passées par le parcours oncologique, savoir s'ils vont pouvoir reprendre le travail sans être impactés par le stress de leur activité, avec la peur de la récidive qui en découle. Et puis, le patient peut avoir une certaine forme de culpabilité, un sentiment de ne pas être à la hauteur, se décrire lui-même comme quelqu'un de stressé, adopter cette identification à l'idée d'une personne qui ne sait pas gérer et qui ne sait pas aborder les situations sans stresser. Ce qui peut du coup aussi induire des conflits dans les relations, des sentiments d'impasse. Donc, évidemment, pris dans l'urgence de faire ce qu'il faut pour guérir, l'injonction à éviter le stress peut conduire le patient à trouver des réponses rapides, pris dans ce sentiment d'urgence. Et le travail clinique avec un psychologue n'est de fait pas toujours identifié comme une aide de ce point de vue-là.
Les patients vont, c'est ce que disait Patrice, il y a plein de personnes qui participent au soutien psychologique des patients, ils vont préférer des propositions que j'ai qualifiées de peu coûteuses dans le sens où elles ne confrontent pas forcément à des émotions négatives, voire de bien-être, de relaxation et parfois, effectivement, de plus en plus, on voit arriver des offres de méditation. Alors tout ça, c'est extrêmement bien parce que je pense que ça participe à aider les gens ponctuellement et à ne pas être débordés par leurs émotions, leur angoisse, le stress, etc. Toutefois, je tenais quand même à soulever une question, c'est que si cela conduit à une répression du négatif, c'est-à-dire qu'on met à l'écart tout ce qui relève des émotions négatives, des représentations anxieuses, etc., de ce qui est en train d'être vécu, eh bien, au contraire, ça peut conduire à une plus grande tension intrapsychique. C'est-à-dire que ça peut produire l'effet inverse de l'effet que l'on recherche. En outre, cette injonction à éviter le stress peut conduire à des passages à l'acte, rupture amoureuse, démission, le patient ayant le sentiment de devoir se débarrasser de ce qui l'encombre. Donc, c'est important qu'on ait conscience, quand on dit des choses, quand on véhicule des représentations sur le soutien psychologique et le bien-être, à s'assurer que le patient n'est pas plutôt de ce côté-là. Et que éviter le stress ne veut pas dire pour lui se débarrasser des stress de la vie. La dernière, enfin, des représentations sur le soutien psychologique que je voulais proposer à la discussion, le cancer est souvent dû à un choc psychologique. Les patients que l'on rencontre très fréquemment recherchent dans le passé des événements qui sont susceptibles de venir expliquer quelque chose. Ils vont réinterpréter les relations et les ruptures de leur existence à l'aune de cette maladie qui arrive dans leur existence. Le cancer dû à un choc psychologique, c'est quand même quelque chose qui peut, on va le voir, donner une logique à quelque chose qui est une expérience de l'absurde quand même. La maladie qui arrive dans la vie, c'est souvent vécu comme quelque chose d'absurde. Mais ça peut aussi produire une peur de l'échec thérapeutique. Sous-entendu, si je ne trouve pas ou si je ne dénoue pas les événements et les relations qui ont conduit ma vie psychique à se matérialiser dans un cancer, eh bien peut-être que je ne vais pas m'en sortir de cette affaire. Donc, ça peut produire de la colère vis-à-vis de ceux qui sont supposés avoir été usants. Je pense à énormément de patientes qui me racontent leur relation avec des ex-maris suite à des divorces qui ne leur ont pas facilité les choses et qui ont le sentiment que c'est ça qui les a conduites à être malades. Je pense à des patients qui reviennent sur leur relation à leurs parents dans l'enfance, des carences affectives, etc. Et tout ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère chez les patients. Un sentiment d'injustice également. Et bien sûr, la peur toujours de ne pas s'en sortir. Parce que bien sûr, la maladie, c'est totalement effraction dans la vie des patients et la mort, nous dit Freud, est irrecevable pour l'inconscient. C'est quelque chose que l'inconscient ne peut pas articuler dans la vie psychique. On constate d'ailleurs souvent au gré de toutes les histoires dont nous sommes les témoins combien il est essentiel pour les patients de trouver une logique à ce qui leur arrive. Ils ont besoin de se raconter une histoire qui tienne. Donc ce questionnement passe souvent par une remise en cause d'un parcours personnel avec ses écueils, ses difficultés, ses réussites. Et l'annonce de la maladie, surtout lorsqu'elle est susceptible d'entraîner la mort, va de pair avec une remise en question du sujet dans son lien aux autres, par rapport aux choix subjectifs sur lesquels il a bâti son existence, au risque de vouloir se débarrasser, encore une fois, de ce qui est identifié comme cause de la maladie. Donc, avec le psychologue, et c'est peut-être ça finalement qu'en tant que professionnel, quand on parle du soutien psychologique, on peut transmettre aux patients, oui, le sujet va examiner ses choix, sa façon singulière d'être avec les autres, la responsabilité qui lui revient dans ses actes, dans ses relations. Mais il ne s'agit plus, ça on le dit pas aux patients, mais c'est pour vous professionnels, il ne s'agit plus seulement de verbaliser une plainte ou une souffrance, en tout cas pas seulement, bien sûr qu'on reçoit, on accueille énormément de plaintes et de souffrances, mais il s'agit de questionner cette plainte et cette souffrance pour pouvoir se positionner en fonction d'un principe de réalité, non plus simplement d'un principe de plaisir. Pour faire court, le principe de plaisir, c'est la recherche d'une satisfaction immédiate, la fuite du déplaisir, etc., ce qui n'est pas possible dans la vie. Et nous, effectivement, on accompagne le patient pour qu'à travers ces questionnements, il puisse se positionner
dans un principe de réalité qui tienne compte à la fois des moments d'inconfort qu'ils traversent, mais également de la possibilité d'accéder à une satisfaction un peu plus différée, mais de meilleure qualité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton intervention. On va enchaîner tout de suite avec Marie-Christine Camper, qui est psychologue clinicienne au CHU de Toulouse et qui va aborder l'apport psychologique dans la pluridisciplinarité de la prise en charge en oncologie. Marie-Christine, c'est à toi. Bonjour, merci encore de m'avoir proposé de participer à cette discussion. Le titre est un peu long. Je travaille donc au CHU de Toulouse en cervico-thoracique, en oncologie cervico-thoracique. Ce que je peux dire à la suite de mes collègues, c'est que la présence du psychologue vient témoigner de la nécessité de prendre en compte les conséquences psychiques de la maladie cancéreuse, qui ne saurait se réduire à ses manifestations biologiques. Ma pratique clinique se construit autour de l'entretien, qui n'est pas une conversation, mais qui vise à créer un espace pour se laisser se déployer une parole singulière et qui engage, et en veillant à ne pas faire obstacle à ce qui peut se dire, grâce à la dimension transférentielle qui rend la rencontre possible, vivante. Là sera l'enjeu de la relation clinique. Il s'agit d'encourager une parole visant les conséquences psychiques de la maladie. Je parlais que ma pratique clinique se construit autour de l'entretien clinique, qui n'est donc pas une conversation, mais vise à créer un espace pour laisser se déplier une parole singulière qui engage, en veillant à ne pas faire obstacle à ce qui peut se dire, grâce à la dimension transférentielle qui rend la rencontre possible et vivante. Là est l'enjeu de la relation clinique. Il s'agit d'encourager une parole visant les conséquences psychiques de la maladie. La reconnaissance de cette souffrance psychique et la prise en compte de la subjectivité vont structurer l'accompagnement psychologique. Au-delà de l'histoire du patient, c'est la solution de vie que le sujet s'est donnée pour habiter le monde qui est convoquée. Solution devenue caduque d'être ébranlée par le surgissement de la maladie et sa menace vitale. Le psychologue peut permettre une réflexion autour des questions, comme l'a dit Emmanuel, du sens, de la cause, de la vérité, c'est-à-dire de ce qui relève d'une subjectivation. Ma pratique clinique se fonde sur une éthique, qui est celle toute simple de dire « je ne peux pas dire en lieu et à place de l'autre ce qu'il traverse ». La maladie confronte au tragique de l'existence à travers la douleur, la fragilité, la désillusion, la culpabilité et la mort. De fait, elle plonge dans un intense travail psychique car elle relance des questions existentielles, essentielles. Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer demeure une confrontation à sa propre mort, avec ce que cela peut comprendre d'irreprésentable, comme nous l'a dit Freud. Objet de soins, le patient attend d'être traité comme un sujet singulier, non réductible à sa maladie, et entend qu'on ne l'oublie pas. Dit autrement, pas de généralisation possible, mais il y a du particulier. C'est ce que soutient le psychologue. Ainsi accompagné, le patient va élaborer une solution lui permettant de quitter une position passive et de trouver une autre forme d'existence. Travailler en cancérologie, c'est être confronté à l'idéal de guérison et aussi à l'impossibilité de tout faire pour le patient. On peut même dire que chacun, quelle que soit sa fonction, est traversé, modifié par la rencontre avec le patient. Qu'en faisons-nous? À partir de ce point, est-il possible d'interroger ce qui fonde nos actes, notre pratique? Travailler à plusieurs n'est pas facile. Quelle place peut occuper le psychologue sans pour autant se diluer dans la série des professionnels proposés? Diète, kiné, sophro. La pluridisciplinarité semble acquise, mais quels en sont les enjeux? S'agit-il de faire coexister les disciplines? S'agit-il de les faire dialoguer pour aller vers une interdisciplinarité? Comment faire lien? La question reste d'actualité tous les jours. Quel espace de travail, d'échange faut-il créer pour éviter la confusion et garder la spécificité de la psychologie?
comment faire pour rester mobilisé, attentif à la prise en charge du patient? Ce sont toutes ces questions que l'on se pose au quotidien. Merci. Merci Marie-Christine. Donc, on va peut-être passer au temps d'échange et de questions. Je vais peut-être donner la parole à Benjamin. On a reçu une question. Alors oui, bonjour, on a même plusieurs questions. J'ai donc la tâche de vous poser des questions et d'échanger juste pour qu'on comprenne un petit peu ma mission du jour. Alors, donc je suis psychiatre, vous avez entendu. Éric Bovin m'a demandé d'avoir un œil, un regard qui n'est pas celui d'un soignant spécialiste dans que ce soit la maladie mentale ou que ce soit les soins psychiques. Donc, je vais essayer de poser des questions très naïves à chaque intervenant, si j'ai des questions à poser, et de faire des discussions autour de cette question-là, comme si je n'étais pas psychiatre. Voilà, que ce soit bien clair. Peut-être qu'à des moments, je reprendrai cette facette-là, mais c'est pas mal aussi d'avoir des idées plus générales sur cette question-là. Alors, je vais poser la première question du coup de quelqu'un d'anonyme, d'un spectateur anonyme. Par rapport, je pense que c'est pour Emmanuel Gobert, mais chacun peut y répondre, concernant l'idée reçue selon laquelle le cancer est dû à un choc émotionnel, traumatisme. Comment répondre à cette question lorsque le patient nous questionne sur cette possibilité? Je comprends le souci d'apporter une réponse, surtout que moi je présente la chose en disant il faut qu'on soit attentif. Après, je voudrais lever un malentendu. Il est normal, hein, je veux dire, ça fait partie des choses que instinctivement les personnes mettent en place. Essayer de trouver une explication, essayer de trouver une logique à ce qui leur arrive. Donc, lorsque le patient arrive en disant « je pense que mon cancer est dû à un choc émotionnel, à un traumatisme », il ne s'agit pas d'emblée d'invalider cette hypothèse pour lui ou de la rectifier, mais peut-être effectivement de lui demander s'il a envie d'en discuter avec un psychologue. Et c'est à partir de cette rencontre qu'on va essayer de l'accompagner, comme on le disait, et puis comme Marie-Christine vient de le dire très clairement, à travers ce questionnement pour qu'il puisse construire les choses qui viennent le soutenir et non pas l'effondrer. Je crois que vraiment à la limite, si notre projet en tant que psychologue pour les patients existe, au-delà de les écouter, de les accueillir dans leur singularité, c'est vraiment d'identifier les choses sur lesquelles ils prennent appui pour se positionner et trouver leur solution pour faire avec, plutôt que les choses qui les effondrent. Deux patients ne vont pas avoir, par exemple, un patient qui va construire l'idée selon laquelle son cancer est dû à un divorce. Il y en a un, ça va le soutenir et il va pouvoir se positionner en disant à partir de maintenant, ce type de relation, je sais que ça ne me convient pas, etc. On ne va pas y toucher à ça. Par contre, un patient qui va dire c'est dû à un divorce et je ne m'en sortirai pas parce que ce divorce, maintenant c'est fait, je l'ai très mal vécu. Et là, on sent que cette question vient alimenter l'angoisse et la douleur du patient. Alors, on va peut-être pouvoir effectivement détricoter un peu toute cette croyance-là. Vous voyez, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est très clair comme réponse. Peut-être que mes collègues vont pouvoir ajouter quelque chose. Oui, comme le dit Emmanuel, il s'agit de mettre au travail cette question, de voir comment elle se verbalise, quels sont les mots employés par le patient. Nous, on n'a pas à formuler une question ou à formuler une cause, mais on a à permettre une interrogation autour de ça. Mettre au travail, ça veut dire ça va entraîner pour la personne d'aller chercher dans son histoire et ensuite de voir comment elle va se débrouiller avec ça. Donc, il ne s'agit ni de cautionner, comme le dit Emmanuel, ni d'invalider, mais de s'en servir pour que la personne puisse dire un certain nombre de choses l'en concernant. Alors, nous avons une deuxième question qui est assez proche, finalement, je pense, de la première question, de Maggie Denrio. Je suis d'accord sur le fait que le « pourquoi cela m'arrive à moi » est la question que se posent quasi tous les patients.
Chacun, donc le témoignage, chacun trouve sa réponse, celle qui semble la plus logique, celle qui l'apaise, la prédisposition génétique, le hasard, l'accident de la vie, la volonté de Dieu, etc. Et la question qui est posée, donc, c'est un peu, ça rejoint un petit peu la question d'avant, c'est que leur répondez-vous à donc cette question, pourquoi ça m'arrive à moi? Difficile comme question. Je veux bien essayer d'apporter ma contribution. On est tout à fait dans le cadre de ce que Georges Canguilhem appelait la maladie du malade, par distinction à la maladie du médecin. C'est-à-dire que chacun se fait une représentation, un récit, une théorie de son histoire et de sa maladie. Effectivement, le rôle du psychologue n'est peut-être pas de la valider ou de l'invalider, d'y répondre ou pas, sauf parfois les patients demandent « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, moi, lorsqu'il s'agit de théorie sur les maladies, ben, je renvoie sur le médecin qui, lui, a une théorie, un certain savoir. Et il me semble que le psychologue est là pour accompagner la construction de ce récit et la rencontre de ce récit avec les autres récits ou avec les autres réalités. Souvent, ces récits ont quand même une fonction d'homéostasie psychique interne et on n'a peut-être pas D'abord, est-ce qu'on a le droit d'aller intervenir dans ce récit-là? Il me semble que là où ça peut poser un problème, c'est quand ce récit vient percuter le récit du médecin et aboutir soit à du conflit sur la façon de dire, soit à des choix qui peuvent avoir des conséquences importantes, notamment du côté du traitement, etc. Et là, il y a une rencontre, il y a un dialogue entre le patient et la réalité extérieure, entre le patient et le médecin, et le psychologue est là plutôt pour permettre cet échange, pas forcément pour apporter un jugement. C'est là la neutralité, je dirais, du psychologue. Alors, nous avons une autre question un peu différente, donc de Simon Olivier, qui est plus pour un petit peu pour tout le monde. À quel point la localisation du cancer, quelle zone touchée, peut influer sur le vécu psychologique du patient? Alors ça dépend de beaucoup de choses, hein, parce que déjà, la localisation peut avoir un effet très réel. C'est-à-dire, il y a des cancers qui, très directement, ont une influence sur la dimension cognitive. Après, il y a la dimension symbolique, suivant la partie qui est touchée et comment elle est investie. Est-ce qu'elle renvoie à quelque chose de vital? Est-ce qu'elle renvoie à quelque chose de sexuel? Est-ce que ça va impacter mon identité? Je me souviens d'un monsieur qui me disait, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du péritoine. Je ne savais même pas il y a une semaine que j'avais un péritoine. C'est-à-dire que pour lui, ça ne faisait pas du tout partie de sa géographie intime corporelle. Donc, ça va vraiment dépendre de… Alors, bien sûr, il y en a qui ont aussi des réputations. Il y a des cancers qui ont des réputations de gravité, d'autres qui ont des réputations de moindre gravité. Donc, on entre vraiment dans une jungle de représentations, certaines sociales, d'autres plus intimes. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de typicité, sauf voilà, quelques-uns qui ont un cancer du poumon, c'est réputé très grave, etc., ce qui n'est pas faux. Mais dans mon expérience, en tout cas, ça va vraiment dépendre d'une part de la dimension réelle, c'est-à-dire l'impact direct sur le corps. Est-ce que ça va tout de suite invalider, fatiguer ou rendre la pensée compliquée, comme quand on a un glioblastome, par exemple, une tumeur au cerveau, et que tout à coup, on n'arrive plus à penser, que l'idéation est bloquée. Et puis la dimension symbolique qui est très personne dépendant. Donc, il y a des personnes pour qui ça va être très, très grave d'avoir un cancer du sein. Pour d'autres, bon, ça touche quelque chose qui n'est pas vital. Il peut y avoir une mastectomie et ça va plutôt m'arranger. Donc, ça va dépendre de chacun. Alors, j'avais une question plus… au début, c'était plus pour Patrice parce que c'était son intervention, mais tout le monde peut y répondre aussi. Mais je me posais la question, je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui se posent la question.
c'était par rapport aux proches, la difficulté à laisser un proche dans la détresse pour les soignants. Ça, on le retrouve souvent. Alors moi, évidemment, je le retrouve régulièrement, mais quand il y a soit une annonce, soit un décès, soit quelque chose de difficile et de lourd, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire? Alors, pas nécessairement tout de suite, mais peut-être pour certains soignants, souvent on a cette question-là. Voilà, quels sont vos modes un peu opératoires, entre guillemets? Comment vous faites quand il y a cette émotion qui arrive d'un coup et cette prise en charge de proches qui doit être assez urgente? Est-ce que vous avez des témoignages par rapport à ça? Je laisse peut-être mes collègues prendre la parole d'abord pour qu'on distribue les interventions. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais en tout cas, pour ce que j'ai entendu de la question, c'est vrai que très régulièrement, les équipes témoignent de la difficulté de ne pas savoir, par exemple, lorsqu'on a accompagné un patient et qu'on a fait connaissance un peu avec ses proches, on a accueilli une part d'intimité de leur relation et de leur douleur. Et quand le patient décède, c'est effectivement pas rare que les équipes se soucient de comment on va pouvoir soutenir le proche, en sachant que pour nous qui travaillons à l'hôpital, il y a quand même une limite dedans-dehors qui fait que les équipes ne se sentent pas attendues dans l'accompagnement du deuil. Donc nous, on a, ici, avec les équipes soignantes, il a été pensé l'idée de s'autoriser à écrire un petit mot aux familles pour leur témoigner le soutien et d'y ajouter que si la famille avait besoin de revenir, de reprendre contact, c'était possible, que ce soit avec le médecin oncologue, que ce soit avec l'équipe soignante, pardon, c'est mon siège qui s'en va, que ce soit avec l'équipe soignante, que ce soit avec des psychologues, voilà, donc ça a été un pont jeté comme ça entre l'avant et l'après, enfin le pendant et l'après, et qui parfois, en effet, conduit les familles à reprendre contact. Parfois, c'est juste une fois. Tout le monde connaît ça, j'imagine, dans les équipes soignantes, ces familles qui éprouvent le besoin de venir dire merci en apportant un petit quelque chose, mais c'est surtout l'occasion de vérifier qu'on ne les a pas oubliés, qu'on n'a pas oublié le patient. Donc, c'est des choses importantes dans le chemin des proches. Et puis parfois, ils demandent un vrai soutien. Moi, j'ai discuté de ça avec la direction de l'établissement dans lequel je travaille et nous avons convenu que il n'était pas exclu de proposer un suivi de deuil aux proches lorsque le transfert dont nous parlait Marie-Christine, la dimension transférentielle de la relation dont nous parlait Marie-Christine était quand même installée. Ces proches qui avaient entrepris déjà un récit auprès du psychologue du service se sentaient plus à l'aise, plus en confiance pour venir déposer leur douleur avec ce même psychologue plutôt que d'être orientés vers un autre. Alors c'est du cas par cas, il n'y a pas de... Voilà. C'est du cas par cas. Après, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris toute la question. Le conseil que je donnerais aux équipes par rapport aux familles, c'est de prendre garde à quelque chose qui arrive très souvent, c'est que très souvent se crée une alliance entre les soignants et les familles pour soutenir le malade, qui est tout à fait utile et qui soutient, mais qui peut parfois gêner la mise en place d'un rapport aidant-aidé. Je vous disais lors de mon intervention que les proches demandaient peu de l'aide. Souvent, ce besoin apparaissait lors de situations proches du burn-out. Et donc, on peut peut-être anticiper un petit peu ça en prenant soin, en proposant un accueil spécifique aux proches. Moi, je travaille en soins palliatifs et ça fait plusieurs années qu'un patient sur deux que je reçois est un proche. Il y a souvent des patients qui sont bien pris en charge, qui ne vont pas si mal, et vous avez à côté un proche qui est écrasé sous les responsabilités et les souffrances. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à professionnaliser dans la proposition de soutien psychologique des proches, peut-être des entretiens spécifiques, peut-être un temps d'accueil. Alors bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais à ces proches, on leur a demandé les 10 ou 20 dernières années de jouer un rôle dans l'accompagnement, d'être acteurs, d'être
de représenter le patient s'il ne pouvait plus, d'être personne de confiance, etc. Et peut-être que le parent pauvre de l'intégration du proche dans l'oncologie moderne, c'est justement son soutien psychologique. Oui, tout à fait. Le psychologue peut être amené à suivre des familles et des proches. Ça fait partie, je crois, du soutien à proposer. Ensuite, il y a ce que renvoient les soignants parce qu'ils sont confrontés à une souffrance dont ils mesurent qu'ils ne vont pas pouvoir l'enlever totalement. Et par identification, parce qu'ils s'imaginent être à cette place-là d'enfant ou de conjoint, c'est comme je disais, être confronté à cet impossible à guérir ou impossible à soulager complètement. Donc ça, je pense que ça peut être aussi au décours, je dirais dans un couloir, on interroge le soignant, mais comment ça se passe pour lui, pour le soignant, qu'est-ce qui se passe pour lui dans cette confrontation avec ce proche mal. Après, ça peut aussi se travailler en groupe, il y a 1000 façons, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est touché. Oui. Et la souffrance du proche impacte beaucoup sur les soignants, sur les équipes. Alors, j'ai une autre question de Maggie Del Rio. Proposez-vous systématiquement une aide psychologique aux patients et proches ou attendez-vous leur demande? Ça, c'est une vaste question. Alors, moi, le choix qu'on a construit en équipe, c'est qu'il y ait déjà une visibilité de la possibilité de rencontrer un psychologue qui est d'une certaine façon une proposition indirecte, qui n'est pas faite systématiquement, mais où chaque patient proche circulant dans les couloirs de l'établissement, du service, peut rencontrer l'information selon laquelle il existe des psychologues, etc. Et ensuite, il y a des temps certainement où les soignants, lors d'un soin, lors d'une annonce, etc., vont avoir cette proposition qui est faite. Après, sur la question de la demande, c'est vrai que pour des raisons sans rentrer dans les détails, je donne comme ça un sentiment personnel. Je suis très attachée au fait de demander aux soignants qui m'interpellent s'ils en ont parlé au patient et si le patient a souhaité cette rencontre-là. Je ne peux pas parler d'une demande, mais s'assurer quand même que la proposition qu'on a faite, on l'a faite au patient et qu'il a accepté cette proposition. Après, ce que devient la rencontre, c'est autre chose. Oui. À la fois, c'est proposé, le soutien est proposé de plus en plus, les gens sont informés, mais ensuite, à nous, lorsqu'on rencontre la personne, de faire en sorte que quelque chose de cet ordre de la demande puisse émerger, qui n'émerge pas forcément d'entrée. C'est la rencontre qui va dire si quelque chose peut s'engager ou pas. Et c'est pas parce que quelqu'un dit je veux vous voir, c'est encore quelque chose qui est à élaborer. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, ça a beaucoup évolué, puisque les gens maintenant, comme ils sont informés de la présence d'un psy, appellent directement, par exemple. Moi, je vois ça de plus en plus, alors qu'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, ça ne se faisait pas comme démarche. Je rajouterai pour prolonger les propos de mes deux collègues qu'un entretien se propose. Moi, je suis dans une institution où on ne le propose pas en systématique, d'abord parce qu'on n'aurait pas les moyens de forcément répondre, et puis c'est pas forcément, faut peut-être pas décocher le psychologue à la moindre souffrance psychique. Je disais tout à l'heure qu'il y avait toute une dimension de la souffrance normale qui pouvait être accompagnée par plein d'autres personnes que le psychologue. Donc, ça peut se proposer. Il est important de bien entendre que ça ne se prescrit pas. Il ne veut pas, mais allez-y parce qu'il en a bien besoin. Non, il faut qu'il y ait une demande. Par contre, cette demande, il est arrivé que les psychologues soient un peu trop stricts sur la demande. Ce n'est pas forcément une demande extrêmement sophistiquée. Quand on va voir quelqu'un
après une annonce, il est dans un tel état qu'il est souvent pas en mesure de construire une demande. Mais il faut qu'il y ait, quand il n'y a pas une demande structurée, élaborée, certains ont une demande très élaborée. Voilà, ça a changé ça dans ma vie, j'ai envie d'y réfléchir. Je pleure du matin au soir, avant je pleurais jamais, il faut que je comprenne. Ça, ce sont des demandes très élaborées. Et des personnes qui disent, je vais mal. Je vais mal. On m'a dit que peut-être le psy, ça m'aiderait. Voilà, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait quand même un appel. Jean-Pierre Lebrun propose qu'on appelle ça un appel, c'est-à-dire une capacité à accrocher avec une proposition d'écoute. Et parfois, le soutien psychologique, c'est l'écoute. Et parfois, avant d'arriver à cette élaboration dont on a parlé avec nos collègues, l'autre est si mal qu'il y a un peu quand même à récupérer un peu les morceaux, à faire en sorte qu'il se ressaisisse après une annonce pour être en mesure de reprendre, je dirais, un peu les commandes, peut-être pas de son existence, mais au moins de sa réflexion. Donc, il faut que ça ne se prescrit pas, il faut qu'il y ait une demande, et à défaut d'une demande, au moins un appel, quelqu'un qui veuille bien tenter l'expérience. Par contre, ça ne s'impose pas, et je ne pense pas être le seul à débuter tous mes entretiens par « est-ce que vous êtes bien d'accord pour voir un psy ?» Alors, certains disent « non, c'est le médecin qui veut absolument… » Ah bon, on peut parler de ça si vous voulez. Pourquoi ce médecin, il veut absolument que vous rencontriez le psy, etc. Des fois, ça accroche, des fois, ça n'accroche pas, mais on commence quand même toujours par avoir l'accord du patient avant de s'engager. Alors, avant de poser la prochaine question, je rappelle qu'il y a, si c'est possible, de remplir le questionnaire de satisfaction par rapport à la conférence que vous trouvez dans la discussion, il me semble. Alors, j'ai plusieurs questions, donc je pense que je ne pourrai pas poser toutes les questions parce qu'il reste 4 minutes. Donc, désolé à ceux pour lesquels je n'ai pas pu poser la question, mais une question de Charlotte Marr qui dit « Y a-t-il un moment plus propice qu'un autre pour proposer le soutien psychologique aux patients ?» Pour ma part, je pense qu'il y a des moments où il convient d'être vigilant, peut-être pas dès l'annonce, mais quelques jours après, autour voilà, des moments un peu cruciaux, mais je ne sais pas s'il vaut mieux penser en termes de moments ou d'état. Je ne sais pas s'il vaut mieux chercher quel est le bon moment, comme s'il y avait un moment systématique. Quand on voit la diversité un petit peu des cas de figure, c'est difficile de définir un moment. Je sais que ça serait pratique, notamment pour les parcours de soins, mais j'aurais plutôt moi tendance à parler en termes d'état. Quel est le seuil, par exemple, de souffrance, on va dire, normal et accompagnable par tout un chacun, et quel est ce seuil où là, ça commence à être du côté du psychopathologique et où là, il conviendrait de faire appel à quelqu'un, psychologue ou psychiatre, qui ait un savoir-faire, une compétence supérieure en la matière. C'est sûr que dans le parcours de la maladie, il y a ces moments que l'on dit clés. L'annonce d'une récidive, l'annonce d'un changement de thérapeutique. Mais ça, là encore, on se situe du côté de la maladie. Du côté du patient, ça peut être très différent justement de ces temps-là. Moi, je crois que c'est important d'être vigilant. Quand on connaît le patient, on peut le voir changer, on voit des signes de détresse qui n'étaient pas, par exemple, au début. Et d'où l'importance de peut-être quand même de proposer souvent. Et même, un jour j'ai reçu un patient, parce que je viens vous voir parce qu'on m'a dit que j'étais en rémission. Mais moi je ne vais pas bien. Et on me dit que ça va bien, mais moi je ne vais pas bien. Donc là, il n'y a que lui pour dire ça. Tout le monde autour de lui était satisfait, était très content. Mais lui, non. Donc ce temps-là, c'est un temps qui est propre à chacun. La question, c'est comment on peut être vigilant, comment permettre que se dise cette difficulté. Alors, il reste plus beaucoup de temps, 2 minutes, mais peut-être pour un peu synthétiser et ouvrir un peu la discussion, j'ai eu une remarque de Mandy Simoes, plus sur la présentation de Emmanuel Gobert, sur
la question de l'impact, enfin l'importance que la société peut avoir et les injonctions de la société, qui nous dit qu'on est dans une société, une logique individualiste qui responsabilise l'individu dans l'événement qu'il est en train de vivre, on pressent la logique néolibérale sous-jacente, et donc avec ces écueils que sont la culpabilisation, l'échec, etc. Elle disait qu'il lui semblait aussi intéressant parfois, et même fertile, de venir interroger cette logique en l'ouvrant sur la question sociale, environnementale, politique que revêt le cancer. Du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint un peu l'ensemble de ce qu'on a dit sur est-ce que, et je réponds finalement de notre côté à l'Oncopole, est-ce que la demande est systématique? Je trouve que ça vient aussi un peu se mêler à ça, c'est-à-dire qu'à la fois la question de la culpabilisation de la société, ou le stress, ou il ne faut pas, voilà, les bons tips qu'on peut donner pour faire attention quand le manuel pour être moins stressé quand on a un cancer, ou ce qu'il faut faire quand on a un cancer de par la société. Donc, je suis assez d'accord avec Mandy Simoes sur cette question. Et ça vient aussi appeler, est-ce qu'on a besoin d'un psychologue systématiquement? Je trouve que ça vient rejoindre un petit peu cette question-là. Donc, non, pour moi, il n'y a pas besoin de psychologue, évidemment, systématiquement, parce que ça va dépendre de plein d'éléments, mais mes collègues psychologues ont répondu. Mais c'est vrai qu'il y a la question aussi politique et sociale. La question se pose aussi sur la pluridisciplinarité, sur l'aide aux familles. Il faut faire. Et je suis assez d'accord avec Mandy et avec ce qu'on a dit, ce que vous avez dit aussi sur la question du systématique. Voilà, je ne sais pas, bon, c'était une petite remarque, parce que ça me démangeait quand même de pouvoir dire quelque chose. Mais du coup, je remercie toutes les personnes d'avoir participé, donc tous les intervenants. Je ne sais pas si Eric, tu voulais reprendre la parole ou non? Écoute, puisque tu me la donnes, je peux pas la refuser. Simplement pour vous remercier les 3 intervenants et les 2 modérateurs. Vous avez fait un super travail. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Vous aurez la possibilité de regarder le replay, bien évidemment. C'était vraiment, j'ai trouvé ça de grande qualité en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour la prochaine édition de ces jeudis donc Occitanie, probablement en février ou en mars. Voilà. Merci à tous et merci aux intervenants et aux modérateurs.